L'arrivée du professeur Njoli, il sera face à la jeunesse du MPCR. Alors, de la révision de la Constitution. Vous, s'il vous plaît. Nous tenons très sincèrement à vous présenter nos excuses, vu que le temps est largement... Là où nous parlons de l'avenir du pays, avant de commencer, nous estimons qu'il s'avère toujours important de commencer par l'hymne national, qui nous rappelle les moments forts de l'histoire de notre pays. Sur ce, je vous demanderai encore de s'élever pour l'hymne national. Debout. Accorder la parole au professeur Jacques Njoli pour son intervention. Et juste après son intervention, nous allons engager un grand débat à l'issue duquel nous serons éclairés comme nous le pensons. Honorables sénateurs et députés, camarades étudiants, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Grande est ma joie de saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous, tout en vous remerciant d'avoir renoncé à vos multiples préoccupations pour accorder une place de choix à la manifestation de ces jours. Il n'est un secret pour personne que si nous sommes réunis ici ce matin, c'est pour participer à la conférence débat qu'organise la jeunesse du mouvement du peuple congolais pour la République, JMPCR en sigle, sur les enjeux politiques actuels de notre pays. Le thème retenu pour notre conférence débat de ces jours, c'est la révision de la Constitution du 18 février 2006, nécessité et opportunité face à la stabilité institutionnelle en République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu l'importance de la matière et dans le souci de sauver notre très cher et beau pays, de la dérive préméditée et manifeste de nos frères agitateurs de la majorité en place, qui sont à la commande de notre nation et qui président à notre destinée. Ils ont démontré leur incapacité de nous gérer comme il se doit. C'est pourquoi nous, la jeunesse du MPCR, avons trouvé judicieux d'organiser cette conférence débat partant de son sujet. Il véhicule l'idée de l'émergence de la conscience collective qui fustige la nécessité de l'alternance au sommet de l'État à travers les élections libres, démocratiques et transparentes, tout en respectant le mandat fixé par la Constitution des 5 ans renouvelables une seule fois. En rapport avec la nécessité qui découle de cette conférence débat, nous avons préféré qu'un constitutionnaliste éclairé à ces sujets, en l'occurrence de l'honorable sénateur et professeur Jacques Njoli. Cela étant, nous vous demandons de bien suivre l'exposé qui nous sera développé par l'orateur et qui nous permettra de mieux comprendre notre sujet. Aussi et surtout, d'en saisir la quintessence, envie de bien participer au débat. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le Président,
je ne sais pas comment on va faire, mais comme la presse m'empêche de vous voir, mais je fais les devoirs de vous voir, même si ils ne sont pas transparents. Je voudrais d'abord, à mon tour, vous présenter nos excuses. C'est vrai que la conférence est prévue à 10h30 et j'étais là, mais nous n'étions pas tous au rendez-vous, ce qui a un peu occasionné un changement de programme. Je remercie le mouvement du peuple de m'avoir invité pour partager avec vous cette réflexion autour de thème qui vous a été donné, à savoir la révision de la Constitution du 18 février 2006. Et j'y ai ajouté ou adoption d'une nouvelle Constitution. Nécessité ou opportunité. Le sous-thème que je vais aborder, c'est l'autopsie d'une pathologie africaine. Nous allons faire l'autopsie de cette pathologie africaine autour de ces deux axes. La révision de la Constitution, mais qui glisse aujourd'hui vers l'adoption d'une nouvelle Constitution. Je remercie donc nos amis du MPCR et je voudrais vous dire que je suis heureux malgré ces week-ends qui est très chargé en termes de rencontres humaines ou sportives, que nous puissions partager ensemble cette réflexion afin que nous soyons éclairés et que nous ne tombions pas dans le travers de notre histoire, une histoire tragique, mais non simplement une histoire, mais cette histoire risque de brider le présent et de brader l'avenir de notre pays. Je ne voudrais pas abuser de votre patience. Vous connaissez la situation de notre continent. Un continent qui est l'un des plus riches du monde, mais qui bat tous les records négatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une croissance africaine qui avoisinerait les 6%, mais cette croissance est incapable d'enrayer la pauvreté endémique. Et si vous voyez tous les records négatifs, maladies, la dernière c'est Ebola, c'est toujours l'Afrique qui est visée. En fait, nous battons les records négatifs, non seulement au plan continental, mais aussi au plan national. La RDC, pays qui a le plus grande richesse du monde. Je crois que le tableau du monde, dans l'indice de développement humain, nous sommes très souvent les derniers. Et si nous ne sommes pas les derniers, nous sommes avant-derniers. La cause, nous le savons. Pourquoi donc sommes-nous pauvres, malgré ces richesses? Les causes de cette pauvreté, les enjeux de ces crises sont pratiquement le même en Afrique. Ce sont des systèmes de mauvaise gouvernance politique, économique et sociale, mais cette mauvaise gouvernance se manifeste par ce qu'on appelle le tripatouillage de constitution, les grenouillages de constitution, la mutation de constitution, la mobilité de constitution, les changements de constitution. Ces changements visent à brider toutes les tentatives de démocratisation et il se manifeste donc une instrumentalisation de ces textes. Et cette instrumentalisation de ces textes provoque des crises. Je lisais, avant de venir ici, l'ouvrage de Charles. Il dit ceci, à la page 46 de son ouvrage. En Afrique, les constitutions ont été souvent à la merci des gouvernants, le manipulant à leur guise et provoquant une rupture permanente du consensus national. Il s'ensuit des conflits armés, et ces conflits armés ont pris le dessus sur le dialogue qui permettent aux forces centrifuges et centripètes de vivre dans l'adversité sans recourir aux armes.
Donc, les guerres qui dominent la scène africaine sont des guerres consécutives aux manipulations de textes constitutionnels et qui rompent donc les consensus et poussent les adversaires qui devraient vivre dans la paix à la confrontation armée. Et il continue en disant: une constitution rigide conditionne la paix dans le pays post-conflit. Une constitution rigide, c'est-à-dire que celle qu'on ne change pas n'importe quand, n'importe comment. Donc, une constitution rigide conditionne la paix dans les pays post-conflit, où la révision d'une disposition constitutionnelle peut devenir l'élément déclencheur d'une guerre entre les forces politiques qui se suspectent et attendent le moindre incident pour reprendre les armes. D'où l'importance, dit-il, de ne pas réviser de n'importe quelle manière la Constitution. C'est à la page 47. Donc, toutes les analyses concordent pour dire que la violence politique en Afrique, violence qui génère coup d'État, rébellion, insurrection, sont consécutives au tripatouillage de textes constitutionnels. Voilà pourquoi, lorsqu'on m'a invité, je me suis dit, est-ce que le débat sur la révision de la Constitution ou sur l'adoption de la Constitution, c'est un débat juridique? Le débat n'est pas juridique. Sur le plan de droit, il n'y a pas de débat. Ce qui est écrit est écrit. On n'interprète que ce qui est obscur. L'article 222 n'est pas obscur. La Constitution actuelle ne demande aucune nouvelle Constitution. Voilà pourquoi nous estimons que les recours au droit pour justifier la révision ou l'adoption d'une nouvelle Constitution n'est qu'un cache-sexe incapable de cacher la nullité d'un pouvoir brut qui ne cherche qu'à confisquer et à conserver le pouvoir par toutes les voies de fait. Donc le droit ici n'est qu'une couverture, une feuille de vigne incapable de cacher les appétits. La révision constitutionnelle ou les changements de constitution s'inscrivent donc dans une dynamique de violence politique permanente qui comprend des coups d'État, des rébellions, des insurrections, des processus électoraux imparfaits. Et toute cette dynamique-là qui est sous-tendue, qui constitue un continu, donc l'illégalité, l'illégitimité sont le fruit d'une démarche pérenne et permanente. Et c'est cette illégitimité permanente qui grève notre pays depuis 1960, qui engendre de conflits depuis 1960, des guerres et partant la pauvreté. Voilà pourquoi ceux qui sont préoccupés par le désir de garder le pouvoir parlent de révision. Mais ces révisions ne concernent pas des articles importants de la Constitution, tels que l'organisation du pouvoir judiciaire pour qu'il puisse devenir indépendant, tels que booster les questions de la gouvernance économique. Ces révisions ne visent qu'une chose: les dispositions conservatrices du pouvoir. Lorsqu'on parle de changer la Constitution, le but n'est pas d'avoir une Constitution beaucoup plus performante. Le but, c'est d'avoir un nouveau texte pour justifier le retour du compteur à zéro pour garder le pouvoir. Donc, ce débat n'est pas juridique. Ce qui s'époumonne, et je vais encore moi aussi m'époumoner, c'est trop d'axes d'investigation et d'analyse. En résumé donc, la personnelle
n'est que le reflet d'une délinquance politique permanente en Afrique. Et le refus de respecter le droit ne justifie pas des théories juridiques qui sont fumeuses, comme je vous ai dit. Dans cette perspective, tripatouillage, grenouillage, violation permanente de la Constitution ne vise qu'un objectif: conforter le pouvoir, s'y maintenir, et les manipulations du texte ne sont que des stratégies politiques pour atteindre cet objectif. Donc, la nature du pouvoir politique en Afrique n'a pas changé, ou très peu. C'est vrai qu'il y a des avancées. L'Afrique du Sud, le Botswana, bref, ce qu'on peut appeler l'Afrique australe, par contagion avec l'Afrique du Sud. Si vous allez au Mozambique, vous allez en Tanzanie, si vous allez en Afrique de l'Ouest, des pays comme le Cap-Vert, un peu le Sénégal, si vous allez en Tanzanie, donc au Ghana, ces pays-là qui avancent, qui ont intériorisé et qui ont accepté la démocratie comme mode de gestion, avancent. Mais ceux qui se confondent dans la conservation, dans les systèmes des anciens dinosaures politiques, se situent, n'est-ce pas, dans la logique des empereurs d'hier, des maréchaux d'hier, ou encore des présidents à vie, ou des présidents héréditaires. Donc c'est ça la quintessence de la démarche. La démarche, c'est la nature du pouvoir, sa conservation. Et le recours au droit, comme je vous ai dit, n'est qu'une mise en forme de cette addiction au pouvoir. Donc, les constitutions africaines, loin de servir d'instrument au constitutionnalisme, ce sont pour la plupart des outils, comme je vous ai dit, au service de l'autoritarisme civil ou militaire. Même si ces constitutions procurent dans nos auditoires, les acteurs politiques n'ont jamais intériorisé les valeurs démocratiques. Donc, s'ils font semblant de temps en temps de jouer aux démocrates, mais la nature profonde de leur agir politique est de type autoritaire et autocratique. Donc, violer la Constitution, ne pas mettre en place des dispositions qui peuvent limiter le pouvoir, mettre en place des institutions telles que la Cour constitutionnelle attend, recourir à des démarches tout simplement bâclées pour conserver le pouvoir, entre donc dans la logique de ces systèmes. Alors, quels sont les deux axes de cette stratégie en droit, en matière constitutionnelle? Le premier chemin qu'ils utilisent, c'est la révision. La révision de la Constitution. D'abord, la Constitution elle-même, c'est quoi? La Constitution, c'est ce qui nous constitue. C'est l'âme d'une société, d'une juridique, son identité, sa spécificité, son fondement. C'est pourquoi on appelle ça la loi fondamentale. C'est la norme fondamentale. C'est la loi mère. Donc la Constitution est la pierre sur laquelle est bâti l'État. C'est le socle de l'État. Voilà pourquoi une Constitution est par nature stable. Un État qui n'a pas de Constitution stable, c'est un État instable. Peu importe la durée de vie de son chef, il ne faut pas confondre la stabilité de l'État, la stabilité constitutionnelle et la longévité d'un homme. Mobutu a fait 32 ans de pouvoir au Congo, mais il était dans un état instable. La preuve est que lorsqu'il a été touché par le cancer, l'État n'était pas capable de se défendre. Et l'AFDEL est entré dans ce pays comme du beurre. En 7 mois, ils étaient capables, n'est-ce pas, d'arriver à Kinshasa. Et si on n'institutionnalise pas le pouvoir et qu'on reste dans le modèle personnel du pouvoir, l'État restera un État
instable, voire un État fragile. C'est le terme consacré par la littérature économique. Donc, si vous prenez l'État comme Irak, l'Irak n'était pas un État stable parce que le pouvoir était battu sur les noms. C'était des États patrimonialistes, personnels. Donc, ce qui fait la force d'un État, ce sont ces institutions. Voilà pourquoi la Constitution prévoit dans son texte ce qu'on appelle le clause intangible ou les clauses d'éternité ou les clauses verrouillées. Ces clauses-là sont le socle sur lequel cet État est bâti et que vous ne pouvez pas toucher, sinon vous déconstruisez cet État dans son entièreté. Donc un État qui change les constitutions tous les 3 mois ou qui change de constitution à chaque élection, c'est un État fragile. Pour ne pas dire un État voyou, comme on les appelle dans le langage international. Et l'immutabilité du texte constitutionnel, peut-être pas dans son entièreté, mais dans ce qu'on considère comme fondamental, crée donc la puissance et la force de l'État. Voilà pourquoi l'Amérique, qui a une seule constitution depuis 1979, continue à être une grande puissance avec cette seule constitution. La France a une constitution depuis 1958, elle est une grande puissance. Donc, les États qui ont des constitutions qu'ils respectent sont des États qui se donnent le moyen d'exister dans le temps et dans l'espace. Mais vous verrez que les pays qui changent de constitution, comme chez nous, en moins de 50 ans d'histoire, nous avons connu officiellement pas moins de 10 textes constitutionnels, ce qui nous donne la durée de vie d'une constitution de moins 2 ans et demi. Mais lorsque nous allons faire entrer toutes les révisions, formelles ou informelles, parfois la constitution est viciée et éviscérée tous les 3 mois dans la vie de l'État. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Mais c'est quoi réviser une Constitution? Une Constitution, ça se révise. Parce que trop de rigidité peut ruiner l'édifice constitutionnel. Mais la Constitution doit être donc sensible à certaines exigences. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'amender. Donc, il y a un pouvoir d'amender. Amender, c'est quoi? C'est-à-dire de rectifier les erreurs, les insuffisances relevées au cours de la mise en application du texte, le manque ou les oublis du constituant originaire. Donc, il s'agit d'adapter le texte. Mais il faut éviter d'adapter le texte à un homme. Parce que le droit est par nature impersonnel, général. Si le droit devient personnel, ce n'est plus du droit. C'est de la politologie. Okay. Donc, toutes les constitutions prévoient elles-mêmes comment on révise une constitution, mais dans le temps. Comme la constitution portugaise disait, on ne peut pas réviser la constitution avant 10 ans de sa promulgation. Pour lui donner la durée susceptible de lui faire donner la maturité. Je prends notre constitution. Elle a été adoptée le 18 février 2006. Donc elle n'a pas encore 10 ans. Et cette constitution n'a pas encore donné naissance à toutes les structures prévues. Je prends simplement les piliers judiciaires. On n'a pas encore mis en place la Cour constitutionnelle. On vient de mettre en place et nommer le magistrat il y a à peine 3 ou 4 mois. La loi elle-même est du 15 octobre 2013. Donc, or la Cour constitutionnelle, c'est un élément structurant dans cette constitution. Elle n'a pas encore fonctionné. Donc, nous ne pouvons pas juger de cette constitution. La Cour de cassation ne fonctionne pas encore.
le Conseil d'État ne fonctionne pas. Ça, c'est au niveau, ce qu'on peut appeler horizontal. Mais au niveau vertical, nous n'avons pas encore mis en place la décentralisation. Il y a encore des commissaires des districts qui continuent à fonctionner. Les bourgmestres nommés. Donc, aussi bien la séparation horizontale que la séparation verticale ne sont pas encore mises en place pour que nous puissions juger de la faisabilité de cette constitution. Donc nous devions donner beaucoup plus de moyens, de temps, d'énergie pour mettre en place cette constitution, pour consolider sa vision plutôt que la déconstruire dans une démarche déconsolidante. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Donc, aujourd'hui, si vous posez la question, y a-t-il nécessité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un besoin fondamental de réviser la Constitution? Je vous dirais non. Donc, les révisions qui sont faites, ou qui ont été faites en 2011, n'ont visé que des objectifs à court terme. Permettre au président d'être élu à un tour, permettre au président de dissoudre une assemblée provinciale ou de relever de ses fonctions le gouverneur. Donc, toutes les modifications qui étaient faites ont été faites au profit d'une institution. Ce n'étaient pas des modifications qui devaient donner la fluidité, mais surtout la consistance à cette constitution. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que les révisions africaines visent un objectif: renforcer le pouvoir d'une institution, voire d'un homme. Et ça, ce n'est pas adapter la Constitution. Ça, c'est donner, n'est-ce pas, devoir d'assurer la prééminence d'un organe qui prend, n'est-ce pas, l'espace. Il y a ce qu'on peut appeler une présidentialisation rampante qui devient ouverte, n'est-ce pas, du système. Or, lorsqu'on analyse cette Constitution, elle a posé ce qu'on appelle les 7 vaches sacrées. Si vous voyez les 7 vaches sacrées dans l'exposé des motifs, quelles sont les motivations de cette Constitution? Les préoccupations majeures. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter le conflit. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toutes les tentatives de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Assurer l'alternance démocratique. Et ces textes disent clairement que pour préserver les principes démocratiques contenus dans cette Constitution, contre les aléas, parce qu'on savait qu'on allait avoir des aléas, c'est-à-dire les perturbations, les mouvements, les tempérances, les appétits, les gloutonneries politiques, eh bien, il était question de contrer les aléas de la vie politique et les révisions intempestives. Donc voilà l'objectif de cette Constitution, qui ne voulait pas donc des révisions intempestives. Or, depuis sa mise en place, cette Constitution fait l'objet des attaques avortées. Déjà en 2007, l'Assemblée nationale est saisie d'une proposition de loi portant révision de la Constitution, assortie d'une pétition de 300 députés. Heureusement, le président lui-même refuse. Il dit: je ne peux en finir avec les réformes juridiques sans mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. Et il continue, le président Kabila: en principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est le président qui le dit le 6 décembre 2007, soit un an après son entrée en fonction.
Mais pas plus tard qu'en 2011, curieusement, à la veille des élections, le 20 janvier 2011, les élections devaient avoir lieu au mois de septembre 2011. On change le mode d'élection du président et on ajoute des pouvoirs. Donc, vous voyez que la démarche, elle est électoraliste, elle est politique. Et si aujourd'hui, je me permets de parler devant vous, il y a des gens qui auraient pu poser, mais pourquoi celui-là qui a été dans le chaos électoral de 2011 peut-il parler? Mais c'est justement parce que la révision constitutionnelle de 2011, c'est un élément déstructurant des élections. Parce qu'on ne change pas les règles de jeu avant ou en plein match. Ce qui a créé des crispations au sein de la classe politique, parce qu'on a changé la règle sans qu'il y ait concert. De 2 tours à 1 tour, les gens n'étaient plus dans les dispositions d'aller dans des élections dans la sérénité. Bon, maintenant, on annonce une nouvelle révision. Cette révision porterait sur le mode de scrutin. On veut voter les députés au 197 et probablement on veut aussi changer le mode d'élection du président de la République. Comme on n'a pas encore de texte, voilà la situation. Mais est-ce qu'on peut faire cette révision? La réponse est aussi non. Parce que l'article 197 est lié à l'article 220. L'article 220 dit ceci. Vous permettez que je vous lise le droit, même si je vous ai dit que le débat n'est pas du tout juridique. L'article 220 dit ceci. Informellement, alinéa 2, informellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. De même, il est dit que nous ne pouvons pas toucher aux droits. Le peuple congolais a le droit de voter son député provincial. Lui arracher ces droits-là pour donner à un conseiller communal ou à un conseiller des secteurs, c'est lui arracher son droit. Et si par mégarde, on donnait aux députés et aux sénateurs le pouvoir d'élire le président au 2e degré, mais vous voyez quelle transformation de notre système démocratique. Nous allons avoir une démocratie imparfaite. Parce que, qu'on le veuille ou non, les suffrages universels indirects déforment la volonté populaire. Je vous donne le cas de l'Équateur. À l'Équateur, il y a un parti qui est majoritaire au Parlement provincial. C'est quel parti? Les MLC. Mais l'MLC a eu son gouverneur, mais l'MLC ne peut plus gouverner l'Équateur parce que les députés provinciaux sont à chaque élection, excusez-moi de le dire, corrompus. Et au vu et au su de tout le monde. Ce que je dis, je l'assume. J'ai organisé des élections provinciales dans toutes les provinces, je sais de quoi il s'agit. Dans la ville de Kinshasa, l'MLC avait 22 députés. Mais le PPRD avait combien de députés? 8 ou 6. Mais c'est ceux qui ont eu 6 qui dirigent jusqu'à ce jour. Et vous connaissez la... Donc, comment pouvons-nous corriger les erreurs d'hier en les sanctuarisant, en les institutionnalisant? Ce serait brader la démocratie qui est l'essence, n'est-ce pas, de cette constitution. Parce qu'une révision est limitée dans le temps, mais une révision est limitée aussi dans le matière, mais aussi dans ses objectifs.
C'est ce qu'on appelle les limites implicites. Donc, on ne peut pas toucher à ces décisions. Donc, ce qui concerne donc la révision, nous voulons vous dire qu'elles n'ont pas pour but d'améliorer le système. Les arguments utilisés par le gouvernement dans l'exposé des motifs, que voilà, nous voulons corriger les imperfections que nous avons observées dans les élections de 2011, sont faux et mensongers. Parce que nous n'avons pas organisé les élections locales et municipales. D'où tirent-ils les arguments pour organiser d'abord les élections locales et municipales? Et moi, j'ai le 22 recommandations, notamment de l'Union européenne. Nulle part, l'Union européenne n'a demandé qu'on change le mode de scrutin direct à l'indirect. Donc, ces arguments sont fallacieux et ont une autre perspective politique, c'est-à-dire opacifier le pouvoir pour les conserver, comme je vous l'ai dit au début. Alors, donc, sur le plan du droit, il n'y a pas de débat. 220, 197, toutes ces dispositions ne peuvent pas être révisées. Il n'y a ni opportunité, c'est-à-dire une occasion pour modifier, ni nécessité, c'est-à-dire un impératif. Et je vous ai dit pourquoi on veut modifier. Il s'agit tout simplement d'une stratégie de conservation du pouvoir. Alors, ayant senti le blocage technique et juridique là-dessus, une certaine tendance de la majorité commence à parler de l'adoption d'une nouvelle constitution. Et lorsque nous leur disons, mais qu'est-ce que vous reprochez à l'ancienne constitution? Ils ne vous disent pas. En fait, l'ancienne constitution les gêne parce que ça limite le mandat à 2. Donc si on écrit une nouvelle constitution, donc on reprend la course à 0. Ce qui leur permet, n'est-ce pas, de revenir. En fait, les motivations profondes de changement des textes, c'est tout simplement la recherche de la conservation du pouvoir. Alors, on va vous dire, oui, c'est pour continuer le travail qui était fait. À supposer que ça soit vrai. Et il y a quand même certains signes, n'est-ce pas? Il y a un beau boulevard du 30 juin, il y aura Bukangalonzo, il y aura ceci. Mais nous avons déjà écouté ces arguments. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, c'était un scellé. Précise qu'en ce qui concerne sa révision, le peuple peut aussi prendre l'initiative. Hier, j'avais lu l'ouvrage du prof Joly, page 184. Le professeur Joly dit ceci, je cite, le peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Fin de citation. Le peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Fin de citation. En paraphrasant le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, il dit ceci, je cite, en 2016, il y aura une passation des flambeaux civilisés entre le président sortant et le président entrant. Pourquoi le procès d'intention? Je dis, étudiant dans la faculté droit. Je dis cette question. La première question, c'est base de démocratie. Je vous remercie. Merci pour la parole. C'est Jordi Samba, étudiant en 3e année de droit à l'Université protestante au Congo. Messieurs les professeurs, nous avons été très flattés et beaucoup plus éclairés par votre brillantissime exposé. À en croire vos dires sur le plan des droits, l'opportunité ou la nécessité de la révision de la Constitution de 2006, il n'y a pas de débat. Merci, messieurs les professeurs. Mais sur la capacité ou encore la volonté politique des acteurs politiques dans notre pays. Merci, monsieur le professeur.
Monsieur le professeur, moi je voulais poser la question. En 2005, il y avait référendum. L'opposition avait dit non, le pouvoir avait dit oui. Le oui avait triomphé. En 2011, il y a eu le pouvoir nous a ramené dans le mode un tour au lieu de deux tours. L'opposition avait dit non, le pouvoir avait dit oui. Tout le monde sait ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale entre l'opposition et la majorité. Maintenant encore, en 2016, le pouvoir avait révisé la Constitution, surtout l'article 220 qui est verrouillé. Et l'opposition dit non. Qu'est-ce que vous, professeur, pouvez nous dire aux jeunes de l'APCR, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette procédure? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire non aux révisions de l'article 220? Et la deuxième question, professeur, vous étiez vice-président de la CENI. L'opposition avait vu, il y avait de flou. On vous avait demandé de démissionner. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Merci. Dans mon long horizon de deuxième licence géologie de l'université de Kinshasa. Monsieur le professeur, je voulais poser une question qui a deux volets. Dans votre casquette de formateur, monsieur le professeur, et là je dirais que les étudiants que vous formez à l'université de Kinshasa vous regardent. Pouvez-vous aujourd'hui affirmer que sur le plan juridique, que la révision constitutionnelle n'a pas de fondement? Et le deuxième volet est que aujourd'hui vous avez un langage. Et si demain vous, dans les affaires, est-ce que vous aurez le même langage que vous dites aujourd'hui? Je vous remercie. Pour les questions très pertinentes et pointues. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Monsieur Wilidi, la Constitution a été ratifiée par référendum. La ratification, c'est donc un recours au peuple pour valider quelque chose. Et le concept même des référendums dans ces cas-ci est parfois remis en doute. Quand est-ce qu'on parle du référendum comme mode d'établissement d'une constitution, le peuple doit être consulté en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire lorsque la constitution s'élabore ou fixe le peuple, les principes, le peuple doit être consulté. Ok? En 2006, en 2005, il y a eu le problème de la qualité de ces deux chambres qui étaient nommées. Mais, et compte tenu du contexte, la Constitution a été validée. Et à cette époque-là, nous avons déjà posé la problématique de ceux qui avaient rédigé la Constitution à Kisangani. Mais les tenants de la thèse que la Constitution était valide, et c'est la plupart de collègues qui pensent aujourd'hui notre thèse, avaient dit que ces référendums étaient valides et que le deux chambres, parce que quelle était la procédure? Là, la Constitution de 2003, la mission d'élaborer l'avant-projet était confiée au Sénat. Et l'adoption du projet a été faite par l'Assemblée nationale, qui l'a soumis à la sanction populaire et qui a été promulguée. Alors aujourd'hui, si vous voulez recourir au référendum, qui va élaborer la nouvelle constitution? Puisque les deux chambres n'ont pas reçu mandat d'élaborer une nouvelle dans la révision. Donc il y a au départ l'organe qui élabore le texte, qui doit être démocratique, et l'organe qui va valider le texte qui est démocratique. Ça c'est devant. De deux, vous me dites, le peuple est maître de ses lois, même le meilleur. Oui. Mais nous ne sommes plus dans la démocratie politique.
Nous sommes dans la démocratie constitutionnelle. Pour changer ces lois les meilleures, même le peuple est soumis à l'état de droit. C'est ce qu'on appelle l'état de droit constitutionnel. La souveraineté absolue n'existe pas. La souveraineté est aujourd'hui encadrée par le droit. On n'a pas juridiquement tort parce qu'on est politiquement minoritaire. C'est comme ça qu'on a conçu le contrôle des constitutionnalités de loi. C'est que si une loi sort du Parlement, c'est l'article 162. La Cour constitutionnelle est juge d'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Donc, la loi n'a pas tout le droit. La loi est soumise au droit, y compris la loi constitutionnelle. Vous ne pouvez pas avoir une loi constitutionnelle qui viole ou les textes lui-même, parce qu'il peut y avoir des principes équivalents, ou alors des principes supraconstitutionnels. Ça veut dire quoi? Cette constitution contient un certain nombre de principes implicites. En Allemagne, en Italie, comme je vous ai dit, il y a des principes auxquels on ne touche pas. Et si vous avez une loi, même régulièrement votée, mais qui touche aux principes fondamentaux implicites, cette loi doit être écartée. Donc, la loi est soumise non pas simplement aux principes procéduraux, mais aussi à ses objectifs. Il peut y avoir une loi qui viole le droit. Donc, la souveraineté n'est plus absolue, ni au plan interne, encore moins sur le plan du droit international. Donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Vous parlez de procès de détention. Mais moi, je vous dis, je dégage les intentions des textes qui sont déposés. Mais les textes qui sont déposés parlent de la révision de l'article 197. Ce sont ceux qui parlent de révision. Ce n'est pas moi qui ai écrit un livre sur la 4e République, c'est M. Kambila qui est conseiller à la présidence. Ce n'est pas moi qui ai écrit un livre sur l'illumination de la nation, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général du PKB. Donc, procès d'intention. Mais ce qu'il faut Kabila désire là-bas, est-ce que ce sont des intentions ou ils le disent ouvertement? Ce qui est écrit Kabila Totondu dans nos côtés, c'est nous qui leur donnons les intentions ou eux-mêmes payent la presse pour le dire. De quelle intention on parle? L'intention ne peut être intention que si elle n'est pas exprimée. Mais lorsque vous vous exprimez par voie orale ou par voie écrite, où sont les intentions? Et dès lors que vous avez déposé les textes pour la révision, qui n'assume pas ses intentions? Qui n'assume pas ses intentions? Donc, il ne faut pas tomber dans la propagande à petits moyens. Vous êtes des intellectuels, il faut lire, parfois même lire entre les lignes. Et ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est que, et si c'est le cas, ce n'est que une alerte citoyenne. Mentalité que doivent faire les hommes politiques. Je crois qu'ici, chez nous, nous avons la vision de croire
que ça n'appartient qu'aux hommes politiques de protéger la Constitution. La Constitution, c'est ce qui nous constitue. Et je vous ai dit que la Constitution donne le pouvoir à tous les citoyens de le protéger. Si la majorité, le jour où elle vient défendre son budget, vient avec ses militants, et que vous, les jeunes de GMPCR, le jour où votre président parle, vous vous cachez dans la chambre, alors il ne faut pas vous plaindre après que la Constitution, la majorité, passe toujours le droit. La politique, c'est un jeu de rapport des forces. Si, je crois que c'est au journal Palmarès, c'est écrit au flottant, la tyrannie a pour fondement l'inertie de peuple. Bon, ça, de ce côté. Pourquoi Obama, au-delà de sa propre culture, ne peut pas faire un coup d'État? Mais ici, c'est l'inertie des citoyens, l'inertie de partis politiques, l'absence de stratégie. Lorsque l'MPCR organise une marche, l'MLC dit c'est arrivé sauter. Lorsque les FAC montent, l'île de plastique. Alors, c'est ça aussi, l'inertie. Vous êtes divisés. Et c'est ça qui fait l'élite de la dictature en Afrique. L'inertie de peuple. L'inertie de partis politiques. Combien de partis politiques organisent des matinées de jeunes comme ça pour qu'on puisse échanger sur le valeur structurante de la République? Il y a plus de 500 partis politiques chez nous. La majorité à l'Assemblée nationale a 350 partis. Dans l'opposition à 150 partis. Pourquoi l'opposition ne mobilise pas dans la sérénité ses militants pour s'opposer? Parce que si les autres disent écoutez, il n'y a pas d'opposition, on va y aller. Tout homme qui a le pouvoir a tendance à l'abuser, jusqu'à ce qu'il rencontre la résistance. Jusqu'à ce qu'il rencontre la résistance. Je prends toujours l'exemple d'un jeune garçon et d'une jeune fille. Moi, je disais toujours à ma soeur, si un garçon te touche, tu dois rejeter sa main directement. Si tu laisses sa main, c'est que tu es juste s'il vous plaît. À ce moment-là, si vous avez dit non, votre non sera non. Mais lorsque vous-même vous tombez dans le piège, non, on est dans les tensions. Vous tombez dans la dictature à dessus. Alors, donc, les hommes politiques ont leur part de responsabilité. C'est vrai, ce sont des leaders, mais je vous ai dit, et sur le plan du droit, l'article 220 ne doit pas poser position. On dit, vous exercez 2 mandats. Mais après 2 mandats, ça ne doit même pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème. Pourquoi commencer à discuter non, d'ailleurs, toute histoire là, c'est les SIAT qui avaient mis ça. Mais, attendez, les droits et ce qui est écrit. La Constitution, c'est un document impératif. C'est tout. Si vous commencez à tourner autour du doigt, c'était notre problème. Alors, en 2005, l'opposition a dit non. Je ne crois pas. En 2005, les partis qui étaient au gouvernement avaient dit non. Avaient dit tous oui. L'UDPS avait boycotté. Et quelques personnes, quelques partis comme le pasteur Ngoï ont fait une campagne qui était déséquilibrée. La campagne de 2005, comme c'était la communauté internationale qui avait pesé, il y avait comme un conditionnement. Donc on ne peut pas nier cela. Mais c'est vrai qu'il y avait... En 2011, vous dites l'opposition a dit non. Mais c'est cela ce que je vous ai dit. Moi j'ai toujours dit à l'opposition, vous avez partagé vos voix. Kabila n'a pas eu 50%. Même officiellement, tel que proclamé par la CENI.
Kabila a eu 48%. Alors les 52%, c'est Kengo qui a pris. Ce n'est pas 4%. Vital a pris 8%. C'est ce qu'il a pris 38%. Il savait qu'une élection à un tour, ceux qui sont divisés perdent. Il faut être en première graduation, nous étudions ça, n'est-ce pas? Le scrutin majoritaire à un tour. On vote utile au premier tour. Connaissant la sociologie électorale congolaise, vous allez au Kasaï, vous avez vos voix, Kasaï, Kinshasa, Bakongo. Et dans le Quater, Kengo prend des voix, et au Kivu, Vital va le vote. Donc, mathématiquement, l'opposition doit s'assumer. L'opposition doit s'assumer. Aujourd'hui, si on va aux élections aujourd'hui, vous êtes la jeunesse du MPCR, Kabila se présente. Qui sera le candidat de l'opposition? Hein? Vous ne savez pas. Donc Kabila va le battre. Prenons une photographie de sondage. Aujourd'hui, le président Mbouemba sera candidat, Fayoulou sera candidat, Badibanga sera candidat. Si on s'amuse avec nous au Sénat ou à l'Assemblée nationale autour du porte-parole, on manipule qui? L'opposition. Regardez l'UDPS qui est à l'Assemblée nationale. Déjà, l'UDPS qui est à l'Assemblée nationale n'est pas en harmonie avec l'UDPS qui est à la 12e rue. Et à l'Assemblée nationale, ils sont déjà aux 3 ou 4 têtes. Le FAC Lissanga, le FAC Fayoulou. Et vous croyez, quand on demande le MLC, bon, alors Alba, je dis, donc, nous-mêmes, nous créons les conditions de l'échec. Et après, vous allez chercher un bouc émissaire. Quand il va se proclamé vainqueur, on va y arriver. Donc, pour gagner une élection, il faut avoir une vision programmatique et une vision stratégique. Quel est le cas que vous ayez de témoins? 64 000 bureaux de vote, la liste est là. Ayez le fisc un PV par bureau pour que vous puissiez avoir votre propre résultat. De sorte que nous puissions opposer les résultats de l'opposition au résultat qui viendra de nos machines. Les 6, c'est moi qui suis allé chez Dieu. Je les ai trouvés ces jours-là, curieusement, j'ai trouvé les Vital et les autres. Je me dis, c'est aujourd'hui que vous savez que vous devez vous unir. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Bon, donnez-moi les PV maintenant que vous avez. Dites-moi combien l'opposition a eu. Parce qu'il y a même des partenaires internationaux qui leur avaient donné de machines pour qu'ils puissent synthétiser leurs résultats. Ils n'avaient rien. Je leur ai dit, je vous donne encore 24 heures. Les 7, on m'appelle pour signer. J'ai dit, non, j'attends les résultats de l'opposition. Ils n'ont pas amené. Le 8, 3 jours, toute la ville ici était une ville morte. Les enfants n'allaient plus à l'école. Tout le monde avait traversé après la ville. J'étais seul dans mon bureau. Lorsque le cardinal dit qu'il a les résultats des 30 000 observateurs, je lui dis de me donner. Il n'en a pas. Jusqu'à 7 jours. Alors, on se retrouve dans la salle, moi avec les autres membres du bureau et la communauté internationale dit, professeur Joly, pourquoi vous refusez? J'ai dit, j'ai des appréhensions sur des bureaux de vote où un candidat a eu 100%. Je me dis, il me donne les résultats de 2006. À Manono, Kabila a eu 103%. À Malemba, Kabila a eu 103% en 2006 comme en 2011. Vous pouvez aller vérifier. À Zongo, Jean-Pierre Bemba avait eu 104%. À Kabeaka Mwanga, tu sais qu'il y avait eu combien? 99,9%. Il avait aussi fait taper les François Mwamba, on les a chassés. Donc on a mis tous ces résultats sur la table. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire?
La CENI n'a pas le pouvoir juridique de contester les résultats émanant du bureau de vote. Il faut consigner tout ça par écrit et ça va être, n'est-ce pas, à la Cour suprême qui va proclamer les résultats définitifs. À la Cour suprême, l'arrêt a été rendu. La seule personne qui a saisi la Cour suprême, c'était le candidat Kamel. Il n'a donné aucun PV. Je le mets au défi. Ils sont venus me voir et dire, pour que je dise à la Cour, si on peut attendre encore un peu, leurs PV vont venir. Mais la Cour, moi, je ne la contrôle pas. La Cour a dit, nous avons eu audience. C'est à l'audience qu'ils devaient déposer. Ils n'ont pas déposé. Alors, qui a fait de Kabila roi en 2011? Ce n'est pas Joly. C'est l'opposition. C'est pourquoi je me donne la peine de venir ici, pour que vous puissiez attirer la conscience de vos dirigeants du parti, pour qu'ils sachent quel est le sens de leur lutte. Si Jean-Claude doit passer à la télévision pour qu'un autre aille dire la marche du MPCR là derrière, nous on ne connaît pas ça, et ils ne sont pas. Et les autres répondent, derrière eux ils ne sont pas dans l'opposition, ils vont. Quelle crédibilité vous donnez dans la